Bon les petits baroudeurs, est-ce qu'on serait pas en pleine baroude? On voit toute la vallée, avec toutes les montagnes et tout. On voit tout. On est trop bien. Wouhou! Je suis là. Namasté les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour le 35e jour de l'aventure au Népal. Et nous sommes à Devgah. Donc samosa, j'ai goûté celui-là. En Népal et bienvenue à Jomsom. Alors pour faire de la lessive on a besoin de 4 choses. Allez, je fais une petite pause là parce que... Le 11 octobre 2022, je quittais tout pour partir seul au Népal. J'étais terrorisé, très loin de me douter de tout ce qui allait m'arriver. La seule chose que je savais, c'est que j'y allais et j'en ai pris quelques notes. Alors suivez-moi dans la deuxième partie de mon carnet du Népal. Il est 4h30 quand on me réveille pour me dire que je suis arrivé. Je suis dans une gare routière à Bharatpur, à au moins 30 minutes du parc de Chitwan. Ça secoue. Les gens dorment par terre, les tuk-tuks sont insistants et trop chers. Je préfère attendre pour le moment. Au lever du jour, je prendrai par dépit un tuk-tuk à 800 roupies pour Sohara. C'est cher pour le Népal. C'est ici que commence ma route vers l'ouest sauvage. Le parc se situe dans ce qu'on appelle ici le Terai, la région la plus au sud du Népal, à la frontière avec l'Inde, en opposition à la région montagneuse de l'Himalaya, au nord, frontière naturelle avec la Chine. Les plaines du Terai sont propices aux parcs naturels qui regorgent d'animaux exotiques. On raconte même qu'on peut y croiser le tigre du Bengale. Namasté les petits potes. Aujourd'hui 35e jour de l'aventure au Népal. Et je suis baladé dans la petite ville de Sora, la ville de Chitwan. Et franchement, à part des hôtels et des trucs touristiques, il n'y a pas grand chose à faire. Sur ça, aujourd'hui, j'ai décidé de me balader un petit peu. Décidé d'aller explorer un peu du côté est de la ville. C'est de me perdre un peu dans les chemins, me perdre dans les villages, aller voir ce qui se passe par là-bas. C'est très vite la campagne autour. J'y retrouve mes boui-boui déserts et mes Népalais toujours aussi accueillants. Les paysages sont différents de ce que je connais. C'est très plat, moins vert, on peut y croiser des animaux pas si sauvages, rhinocéros, buffles, crocodiles, des vaches sacrées et même des éléphants si on a de la chance. Mais le meilleur doit se trouver à l'intérieur du parc. 2000 roupies l'entrée, 3000 roupies par guide, il en faut au moins 2, j'espère que ça les vaut. Je partagerai les frais avec Peter, un Polonais rencontré sur place. C'est à l'aube que je me réveille. Le soleil n'est encore pas complètement levé quand je rejoins mes 2 guides sur un banc de sable du côté de la ville. C'est sur une pirogue défraîchie qu'on traversera le cours d'eau qui sépare Sora du parc de Chitwan. Il n'y a aucun bruit et les guides ne parlent presque pas.
La brume nappe encore une bonne partie de la forêt. Marcher dans la jungle est fastidieux. Il fait chaud et humide, et bien que plat, le chemin n'est pas très praticable. Il y a des trous, de la bouse, de l'eau, des troncs, des ronces et j'en passe. Mais ça reste quand même sacrément plaisant de marcher dans ce milieu naturel intact. Une vraie expédition d'aventuriers. Peter est un peu impatient, ce qui agace les guides, mais je peux le comprendre. Nous n'avons pas vu grand-chose depuis que nous marchons. On n'aura fait que ça, marcher. Il faut sûrement s'enfoncer plus loin et plus longtemps dans la jungle. On a quand même vu des traces de tigres. Il n'est pas très loin et les paysages sont magnifiques. Je veux revenir voir ce tigre. On aura passé la journée dans le parc et nous ne rentrerons qu'au coucher du soleil. C'était bien, même très bien, quoiqu'un peu cher, surtout s'il faut y passer plusieurs jours pour espérer voir quelque chose. Je pensais que les 26 km à pied de la veille me fatigueraient, mais c'est tout l'inverse. Et c'est sur un coup de tête que je pars pour Devgat. Un village sacré au confluent de deux fleuves, la Kali Gandaki et la Seti Gandaki. L'arrivée est géniale, avec le pont suspendu dès l'entrée du village. Je ne sais pas ce que je fais là. J'ai vu ce village sur une liste des endroits les plus sacrés du Népal. Elle n'est sur aucun guide, et c'est ce qui m'a donné envie d'y venir. On est loin des sentiers battus. Devgat, ça vient de Dev, Dieu, et Gat, l'endroit. L'endroit des dieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 37e jour de l'aventure. Et nous sommes à Devgat, 11h. J'ai pris mes clics et mes claques, j'ai refait mon sac. Et je suis parti pour rejoindre Devgat. Donc là, je suis à Devgat. Ça m'a pris franchement pas longtemps, ça m'a pris 1 heure depuis Sora. J'ai pris un tuk-tuk de Sora Centre même à la Sora Chowk, là où il y a la highway qui passe. De la highway, j'ai pris un bus local jusqu'à l'entrée de Bharatpur. De Bharatpur, j'ai pris un microbus qui m'a fait faire le tour de Bharatpur jusqu'à l'entrée de la route pour Devgat. De Devgat ici, j'ai pris un autre petit bus qui m'a emmené à Devgat, au parking de Devgat, qui est de l'autre côté de la rivière. Pour arriver à Devgat, c'est sur 2 falaises différentes. Il faut traverser un pont de singe comme ça un peu sur le milieu. Je trouve ça magnifique. Je suis arrivé, j'ai regardé sur Google Maps, il n'y avait rien. Tu tapes hôtel, il n'y a rien. Ça te renvoie tout à Sora. Tu tapes guest house, t'as rien. Tu tapes lodge, il n'y a rien. Sur Google Maps, il n'y avait rien. Et d'expérience, au Népal, il suffit de te balader dans la rue, tu vois des pancartes lodge, machin, un truc comme ça. Je me suis dit, on va tenter. J'arrive à Devgat, je fais un petit tour, je vois pas grand chose, je vois pas grande pancarte marquée lodge. Et j'ai trouvé une petite maman qui me dit avec un anglais what's happened, tu vois. Alors moi je lui dis bah je cherche un endroit pour dormir. Elle me fait à côté lodge. Et je vais voir à côté et je demande lodge et ils font ouais lodge. Donc au début le mec il me fait visiter les 2 chambres. Il me dit c'est Tarzan, donc 1000 roupies. 1000 roupies ça fait 7 € quelque chose. Bon c'est pas cher mais Tarzan franchement j'ai eu des hôtels pour Tarzan qui étaient mieux que ça tu vois. Tarzan. Je lui dis no less. Il me fait non. Et il me fait non, 800 Odd. Et je fais 800 Odd, ouais, ça me va, ouais. Du coup, bah, j'ai gagné 200 roupies sur la chambre.
Je me suis assis sur le lit, j'ai eu mal. Attendez. Je me suis assis sur le lit, j'ai eu mal. Le lit là, le lit, il y a à peu près un lit, il y a une planche en dessous hein, déjà. Et puis le matelas, il fait peut-être 3 cm d'épaisseur quoi. Mais bon, ça me fait marrer, c'est marrant. C'est un tout petit village avec des singes qui peuplent la ville autant que ses habitants. Et beaucoup d'ashrams, monastères népalais qui accueillent et forment les jeunes aux différentes écoles religieuses. Ils chantent tous en chœur aux heures de puja. L'atmosphère y est très douce. Il y a aussi ce sadhu, plus qu'accueillant, Kima Nanda. Un sadhu est un religieux qui a renoncé à toute vie matérielle. Il était tatoueur en Inde avant, maintenant il vit ici, habillé d'orange au rythme des prières. Il se proposera guide et on fera un petit tour de son village si spécial. Il me montrera les différents lieux sacrés, notamment cet endroit à flanc de falaise. Ce sont des grottes de méditation. Il est aussi à la tête d'une petite communauté. Il offre le logis et le couvert aux jeunes en quête de spiritualité. Je passerai une nuit chez lui à dormir à même le sol. On m'offre le dalbat et on chante des mantras lancinants et fascinants autour du feu pour se donner du courage. Ce soir-là, j'ai vécu quelque chose. Je ne parle pas de spiritualité, mais d'humanisme au sens propre. Un endroit où tout le monde est le bienvenu, pour peu d'être bienveillant. Moi, qui cherchais ma place, je ne l'ai pas trouvée là-bas. Mais j'ai compris que ma place était partout, là où on voulait de moi. Je ne veux pas les déranger plus. Alors je les quitte au petit matin en les remerciant d'avoir été si gentils avec moi. J'aurais pu passer une vie entière ici. Et il me manque déjà.
On se retrouve aujourd'hui pour le 40e jour de l'aventure au Népal. Ça fait 40 jours que je suis au Népal et ça y est, la balance a été faite. Ça fait déjà... je suis en train d'entamer la deuxième partie de mon trip au Népal. Je suis arrivé à Townsend hier en fin d'après-midi. Après une journée complète de voyage. Les journées comme ça, t'en peux plus, t'es serré dans un bus. J'arrivais même pas à toucher le dossier parce qu'il y avait deux mecs avec des épaules plus grosses que les miennes à côté de moi, donc j'étais comme ça. J'étais vraiment, on va dire à peu près 800 roupies, grosso merdo, pour faire le trajet en entier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire à Townsend? Aujourd'hui, on va pas faire grand chose à Townsend. On va principalement, je pense, se balader, siroter d'été. Ça va vraiment être une journée tranquille. Et de toute façon, il est déjà super tard, il est déjà 11h, plus de 11h, je crois. J'ai fait la grasse mat de fou. J'ai fait un peu de lessive à la main. Il y a d'ailleurs, juste devant moi sur le balcon, là, mes caleçons et mes chaussettes qui sèchent. C'est vraiment une journée qui va être très reposante, très tranquille. En tout cas, aujourd'hui, c'est la découverte de Townsend. Et donc, je vous emmène découvrir Townsend. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant le trajet en bus, il y a une gamine qui m'a vomi sur le pantalon. Les bus ici, c'est infernal. J'ai jamais pris un seul bus sans qu'une personne qui vomit, que ce soit un adulte ou un enfant, mais j'ai jamais pris, je crois, un seul trajet sans quelqu'un vomisse pendant le trajet. Townsend n'est pas une ville très différente des autres petites villes que j'ai pu faire au Népal. Il y a son temple et ses boui-boui. On est le 20 novembre. Et c'est un jour spécial pour les Népalais. Un jour d'élection. Un jour férié. Alors déjà, que le samedi, il n'y a pas grand-chose d'ouvert au Népal, ce dimanche, c'est pire. À Townsend, déjà qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à faire à Townsend. Le jour d'élection, tout est fermé. Je suis passé dans des rues qui sont vides de chez vides. Tous les stores sont fermés, tous les stores sont pliés, tout machin. Affreux, on dirait une ville morte. J'ai rencontré un petit vieux juste avant là qui m'a dit que demain normalement tout rentrerait dans l'ordre. Townsend est plutôt connu pour sa position au carrefour de grandes routes et sa vue imprenable. L'Himalaya comme toile de fond. Les plus hauts sommets du monde comme horizon. J'espère que vous allez bien, moi ça va pas trop mal. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e jour de l'aventure au Népal. Et regardez-moi, regardez derrière moi, j'espère que vous y voyez aussi bien que moi. Voilà, on a une putain de belle vue sur toute la chaîne des Himalayas. Et c'est pour ça que je suis venu à Townsend, donc je suis content d'y voir ici. Franchement, c'est une vue, waouh, impossible de s'en passer. Quand vous viendrez au Népal, vous allez forcément tomber dessus, vous le voyez juste devant sur la caméra, c'est les déchets. Je vous en parle ici parce qu'en fait, c'est la première fois que j'en vois autant. Les déchets sont franchement partout. Et ben ouais, ça fout un peu le seum, parce que
ben c'est dégueulasse quoi, tu vois, tu t'as envie de t'asseoir dans l'herbe, de profiter de la vue, et en vrai bah tu te dis non c'est dégueulasse, il y a des déchets partout, t'as pas vraiment envie de t'installer là quoi. Après avoir passé 2 petites journées sur Tansen, je prends la direction de Ridi, un village en bord de rivière. C'est un tout petit village et je ne pense pas y rester bien longtemps. Bienvenue à Ridi les petits potes. Ça y est, on y est arrivé, on est à Ridi. Je suis dans un petit hôtel, un petit lodge de passage comme il y en a beaucoup au Népal. C'est un petit truc que je vous montrerai tout à l'heure, c'est vraiment typique, c'est vraiment tranquille. Et puis là, bah, tout autour de moi, il y a la petite ville de Ridi. Alors franchement, c'est pas très grand, hein. C'est vraiment pas très grand, mais c'est ce que je cherchais. Une petite île village, il y a la rivière qui passe à côté. Apparemment, il y a des petits temples sympas au bord de la rivière, parce que la rivière est très importante. Cette rivière-là, précisément, est très importante pour les Népalais. J'ai mangé un petit bout, j'ai bu un thé, j'ai trouvé un lodge, je viens de trouver mon lodge, je pose mes affaires, et on va y aller. On va aller faire un petit tour, on va aller faire voir ce que Ridi a à nous proposer. Et pendant que je suis là à l'hôtel, et qu'il fait jour, je vais en profiter pour faire un petit tour de ma chambre. Et une fois qu'on rentre, bah finalement c'est tout simple, hein. J'ai un lit ici, qui est pas vraiment 2 places, c'est je pense un 120, un 90 sur lequel j'ai posé mes 2 sacs, une petite table, un cendrier, une serviette. Si on va un peu plus loin ici, derrière cette porte, vous savez tout ce qui s'y cache, hein. Il s'y cache une douche, avec sûrement pas d'eau chaude, un petit shot à la turque, et puis voilà quoi. Plus ou moins tout ce qu'il y a dans ma chambre, il n'y a pas grand chose. Et donc, pour cette chambre, je paye 800 roupies. Ridi est situé au creux de la Kali Gandaki, même rivière sacrée qu'on avait laissée plus bas à Devgat. Le temps y est arrêté, les gens sont souriants et le calme qui imprègne les lieux est presque mystique. Il n'en faut pas plus pour me convaincre. Cette eau turquoise et fraîche, ces grandes falaises et ces nuages d'un épais moelleux donnent à la scène une grandeur peu commune.
Donc, samosa. Je vais goûter celui-là. Ok. Samosa habituel, je dirais. Je sais pas si vous arrivez à voir. Patates, épices. Un peu de 3 autres trucs dedans. C'est incroyable. On reprend un peu d'eau pour se rincer la bouche. Le donut, je crois qu'ils appellent ça le donut. Un cercle de pâtes frites. Et ben, c'est vachement bon. Je kiffe ma race. Les deux samosas, 50 roupies, donc ça va faire 25 unités. Le petit donut plus le samosa, je les ai payés 45 roupies, donc ça va faire 25 roupies le samosa et 20 roupies le donut. Ce qui fait que là, je m'en sors pour à peu près 100 roupies, ce qui fait à peu près, genre peut-être 80 centimes. La Kali Gandaki est connue pour ses shaligrams, petits cailloux noirs, des fossiles préhistoriques cachés dans les sédiments et recrachés par les hauteurs de l'Himalaya depuis laquelle la rivière prend sa source. Il serait une représentation de Vishnu, important dieu hindou. Ce temple est dédié à l'une de ses statues, d'un noir de jet qui aurait été retrouvé au bord de la rivière. Namasté les petits potes, 44e jour de l'aventure. Et on est toujours à Ridi. Ouais, on est toujours à Ridi. Faut que je vous explique. J'avais prévu de partir aujourd'hui. J'avais même fait mon sac. J'ai presque tout qui est prêt, je venais de prendre ma douche. Et puis, quand j'étais parti, et quand j'ai dit que j'allais rester 90 jours au Népal, j'avais une idée en tête en fait, c'est que je voulais pas visiter le Népal, je voulais vivre le Népal. Et pour moi, vivre le Népal, ça veut dire rester à des endroits et vivre entre guillemets une vie quotidienne. Vivre dans la bourgade, vivre dans le truc et pas juste passer d'endroit en endroit. J'ai réfléchi à ça et puis je me suis aussi dit, est-ce que tu as envie de passer dans les plus arides? T'as encore du pays à voir, t'as encore plein de trucs à faire ici. Après je me suis dit aussi, ouais mais ça se trouve cette place là, où je me dis j'y reviendrai peut-être un jour de ma vie, j'y reviendrai peut-être jamais dans ma vie. Peut-être que je reviendrai jamais au Népal et peut-être que je reviendrai jamais ici. Du coup, je vais voir. Là, je vais descendre prendre mon petit thé du matin. Je vais voir avec la gérante si c'est possible que je reste. Si c'est possible que je reste un jour de plus. Je vais rester un jour de plus à Ridi. Je vais pas faire grand chose. Je vais aller voir mon petit pote Roman là, qui est dans son petit bigouille. On verra bien. Mais je reste un jour de plus à Ridi. Et oui, voilà. C'est ce dont j'avais envie, prendre le temps de voyager. Là, je prends le temps de profiter de Ridi, de profiter de cet endroit que je trouve magnifique. Donc je prends le temps, je prends le temps. Je ferai la connaissance de Roman ici, un jeune Népalais vivant chez sa tante. Je suis toujours en contact avec lui à l'heure où j'écris ces lignes. J'aimerais tant le revoir là-bas. Il fait partie de ces Népalais que je reverrai. Ça, j'en suis sûr. Il est temps pour moi de quitter Ridi. Il me reste des tas de choses à voir, des gens à rencontrer, des coins à explorer, mais si peu de temps pour le faire. Je me sens à l'aise maintenant, presque chez moi. Je commence à comprendre leur art de vivre.
Le trajet est long et compliqué jusqu'à Lumbini. Les bus sont pleins et il y a beaucoup d'attentes. Lumbini est une ville surprenante. Ça ressemble à un Disneyland qui aurait fait faillite avant la fin de sa construction. Beaucoup de temples ne sont pas entretenus, la plupart sont fermés et énormément de parcelles ne sont simplement pas utilisées. Le temple principal qui a vu naître Siddhartha, le Bouddha originel, est impressionnant. Mais surpeuplé. Et surtout, très cher. 1000 roupies pour y rentrer. Dur d'y trouver une spiritualité. Il n'y a rien d'autre. Alors je ne resterai pas longtemps. Les quelques temples qui tiennent encore debout sont impressionnants. Et leur architecture change de ce qu'on peut trouver dans le reste du Népal. Rien que pour ça, je suis content d'être venu. Mais pas sûr de revenir. Je décide de continuer ma route vers l'ouest, de m'enfoncer dans le fin fond du Népal. Les trajets sont plus longs et la route est dans un sale état. Les gens ne parlent bientôt plus anglais. C'est ici que j'ai voulu me perdre, dans la Pampa. Et arriver jusqu'ici relève de l'exploit. Bienvenue pour ce, j'ai même pas regardé la date, pour ce 47e jour de l'aventure. Alors aujourd'hui, je me suis levé de Lumbini et puis je suis monté dans un bus, et puis dans un autre bus, et puis dans un autre bus qui m'a emmené jusqu'ici, jusqu'à Baluwang. C'est qu'une ville étape. Là je suis encore sur la highway, c'est pour ça qu'il y a pas mal de passages sur la route à côté de moi. Moi ce que je veux, c'est monter un peu plus dans les montagnes. Il y a pas mal de petits noms de bleds que j'ai notés qui ont l'air intéressants. Je suis sur un pont qui passe au-dessus de la Ratpi River. La Ratpi River, si vous vous en souvenez, c'est la rivière qui passe aussi à Chitwan. Là, il y a un petit coucher de soleil juste derrière moi, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il y a un petit coucher de soleil juste derrière moi. Et stylé. Avec la Ratpi River, là, on est pas mal, on est pas mal. Baluwang, pas ouf comme city, hein, pas ouf comme ville. C'est vraiment comme qu'une ville étape. Avant de passer au Dalbat, je tenais quand même à vous montrer la chambre dans laquelle je suis. Donc là, je suis dedans. Là, je suis dedans, vous voyez un petit rideau qui donne sur le couloir. Du coup, rien du tout, il n'y a aucune vue. C'est un peu triste, il y a beaucoup ça au Népal, je trouve. Les chambres, c'est fermé en fait. Tout est fermé. J'ai aucune fenêtre sur le dehors. Il n'y a pas grand chose d'autre si on regarde. Là, j'ai mon lit qui est ici. Là, j'ai une petite table avec une vieille télé cathodique. On a envie de jouer à la Super NES là-dessus. Petite serviette qui a déjà été utilisée par toute la ville, je pense, hein, parce qu'elle est vraiment dégueulasse la serviette. Et les toilettes. À la turque évidemment, hein, on est au fin fond du Népal, il n'y a pas grand chose d'autre que les toilettes à la turque. Et une petite douche qui va être sûrement bien froide. Un plaisir, mais bon voilà, franchement on est content. Hein. Pour le prix, je paye 600 roupies pour la chambre, ça va me durer que pour la nuit, et puis ça va être très bien. Ça va être très bien, je ne donne rien d'autre en vrai. On est très bien déjà ici. C'est non sans peine que j'arriverai à Bingri. Pour une fois, je me suis levé tôt. Prêt à attaquer la journée du bon pied, mais c'était sans compter sur la mécanique népalaise et mon microbus qui tombera en panne. On attend un autre bus, archi plein, qui lui aussi crèvera sur le bord du chemin.
On aura mis près de 7 heures à faire un trajet qui, sur le papier, n'en demandait pas plus de 3. Bon bah les gars, sans surprise, pas grand chose à faire à Bingri, hein. Pas grand chose à faire, à part se perdre dans la campagne comme là maintenant. Je suis monté sur une petite butte, j'ai une petite vue sympa là, sur toute la vallée, sur toute la ville de Bingri qui est juste ici. Je vais quand même rester une journée de plus pour aller voir le temple que je suis venu voir de base, qui se situe du coup dans la montagne juste en face de moi là, qui devrait se situer par là-bas dans la montagne juste en face de moi. Je sais pas à quoi en penser en vrai cet endroit. C'est sympa, je suis bien, mais j'ai comme envie de me dire flemme d'être ici. Alors que c'est moi qui ai choisi de venir ici. C'est moi qui ai choisi de venir me perdre à la campagne et maintenant que j'y suis, je suis en mode un peu ouais. On est là en vacances. Tranquillou bilou, on est là pour prendre son temps. Je suis venu me perdre à la montagne pour prendre mon temps. Donc je vais prendre mon temps, je vais redescendre. Là, dans pas longtemps, j'allais me chercher un petit doux de katchia, petit thé au lait là. Et laisser passer le temps, être tranquille et profiter de la vie de village telle qu'elle est comme ça. Bingri est un petit village de la campagne népalaise. Je suis à présent dans l'ouest du Népal et j'entre dans ce que beaucoup appellent le Népal sauvage. Le Népal à l'ouest de Pokhara. Vide de touristes et de Népalais qui parlent anglais, mais rempli d'une nature luxuriante et de petits villages à la vie tranquille. Ce qui m'a amené ici, c'est le temple de Swargadwari, trouvé lui aussi sur la liste des endroits les plus saints du Népal. L'ouest est toujours aussi sauvage et j'attends 2 bonnes heures qu'une jeep daigne bien m'y emmener. Il est d'un rose magnifique à la lumière du soleil. Situé au sommet d'une colline, avec cette vue toujours aussi superbe sur l'Himalaya, et plus précisément sur le Dholagiri, j'y croise beaucoup d'hindous. Sûrement un lieu de pèlerinage. Bon, le trajet du retour, ça m'a l'air pépite, hein. On m'a franchement foutu à l'arrière du camion. Je suis assis vraiment là, comme de la merde, à l'arrière du camion. J'attends juste qu'on parte. La première mauvaise nouvelle de ce voyage se fait sentir. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Mon objectif à l'ouest était Jumla et le lac de Rara. Sauf que je quitte le Népal dans moins d'1 mois et rien que de faire l'aller-retour, ça me prendrait presque une semaine. Je renonce, mais ce que je ne fais pas aujourd'hui restera un rêve pour plus tard. À la place, je prends la route de Pokhara. Il me semble bien qu'après l'avoir vu du haut des collines, il m'appelle maintenant. Et il est temps pour moi d'aller affronter enfin l'Himalaya.
De Bingri, je mettrai une journée pour retourner à Tansen. Et d'ici, une nouvelle journée pour rejoindre Pokhara, porte d'entrée vers les montagnes. Pokhara est une ville très touristique, deuxième plus grande ville du Népal. La plupart des gens qui partent en trek dans l'Himalaya, et surtout l'Annapurna, séjournent ici. Il y a tout ce qu'il faut, le quartier le plus connu est Lakeside, là où sont parqués les touristes. Ça me change de ma campagne, mais la vue me fait du bien. Elle me rappelle celle du lac d'Annecy. Malheureusement, ma semaine à Pokhara ne sera pas très productive. Sacré tourista. Laissez-moi vous conter un passage de mon carnet. Je ne me suis pas couché bientôt, mais quelle étrange sensation de se faire réveiller à 6 heures du matin par une irrésistible envie de chier. Mon ventre fait des bruits que je n'avais encore jamais entendus. Et je ne savais pas qu'on avait autant d'eau dans le corps. Le balai entre mon lit et les toilettes durera toute la journée, et même la nuit, à raison de 1 heure entre chaque passage. La chance, il y a du papier. Entre deux problèmes gastriques, j'aurai quand même le temps d'explorer un peu. Notamment le quartier tibétain où je mangerai une excellente tukpa. Et aussi la grotte de Mahadev en bordure. Pour finir, plus haut, le magnifique Stupa de la Paix qui surplombe avec grandeur la ville. Je me retrouverai aussi dans le vieux Pokhara, où, malgré la salubrité douteuse des bouis-bouis que je sillonnerai, je ne tomberai jamais malade. Comme quoi, la tourista, c'est seulement là où il y a des touristes. J'en profiterai aussi pour me payer le luxe d'une coupe de cheveux à 200 roupies. Une aubaine, j'en avais bien besoin. Mon périple ici s'arrêtera avec la visite de Sarangkot, un petit village qui n'a de bien que sa vue. Mais quelle vue! Je n'avais jamais vu ces pics rocheux aussi bien. Contempler parmi les plus grands sommets du monde, ici est immanquable. Ces montagnes millénaires donnent le vertige, et le tranchant du Macha Puchare rend humble. Ça y est, je suis pleinement remis de mes problèmes d'estomac et je décide de prendre la route des hauteurs. Comme dernier objectif, je pars vers le Mustang, région sèche des hauts plateaux de l'Himalaya. Dernier sanctuaire de vie avant les sommets aux neiges éternelles sacrées. Il y a un truc que je kiffe au Népal, c'est les maisons qui sont presque toutes colorées. On voit du bleu, du vert, du rouge, du orange, du jaune. Il y a plein de couleurs. Mon premier arrêt se fait à Beni, petit village sur la route. Il n'y a rien de spécial, mais c'est là que démarre l'unique route qui monte. Ça me semble être un bon point de départ. J'en profite pour faire ma lessive, seul parce que la gérante de mon hôtel a décrété qu'il n'était pas possible de faire laver son linge à Beni. Bon, je pensais que dans la plupart des hôtels, c'était sympa et qu'ils pouvaient proposer de faire la lessive, ou alors du moins qu'il y avait des moyens de faire des lessives quelque part. Je demande si je peux faire ma lessive, elle me dit my hotel, no laundry, un peu hautaine, je trouve ça c'est pas cool. Elle m'a presque dit que t'as cru que j'allais laver tes caleçons.
On s'en fout, on prend pas ça personnellement, c'est pas grave. Du coup, j'ai un peu la flemme de courir après une machine à laver. Donc on va faire un truc, c'est pas la première fois que je le fais, mais c'est pas non plus c'est pas non plus très récurrent. On va faire la lessive nous-mêmes. Alors pour faire de la lessive, on a besoin de 4 choses, enfin 3 choses en réalité, mais moi j'en prends 4. La première chose déjà, c'est du linge à laver. Là j'ai tout ça, j'ai pas grand chose, j'ai 4 caleçons, 4 paires de chaussettes et 4 t-shirts. C'est pas grand chose. Un sac plastique pour faire la lessive. Ça sert de tambour de lessive entre guillemets. On a besoin de lessive. Donc là c'est des feuilles de lessive solides. Et avec j'ai un petit savon, donc je l'ai pas encore utilisé. C'est un savon au citron, je sais pas quoi. Ça va permettre de laver aussi un peu, de frotter un peu les vêtements avec. Et ça va permettre d'essayer d'ajouter une petite odeur un peu de lessive. Parce que ça c'est une odeur, un peu une odeur de lessive. Bon ça marche pas vraiment mais ça permet de laver un peu plus. Ok, donc j'ai trouvé un sac vite fait un peu plus grand. Et bon moi j'ai eu tout juste assez de place pour mettre juste mes caleçons. On va laver les caleçons un peu, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire de la lessive? Eh bien, il faut de l'eau. J'espère qu'il n'y a pas trop dans le sac, sinon ça va être un peu de la merde. Ce que je fais après moi souvent c'est que hop, je mets ça dans l'évier. Et c'est là que je vais venir ajouter de la lessive. Voilà, j'ai 2 petits patchs de lessive. Là-dedans, ça va se dissoudre avec l'eau, on peut bouger un petit peu, on peut commencer un peu à malaxer la mixture. On va prendre le savon. Il est bien vert, il sent pas trop le citron, il sent bien le savon. Voilà, j'ai mis le savon dans le sac plastique avec tous les caleçons, puis là on va malaxer. Je suis vraiment pas un expert. Je suis même, je pense, plutôt une merde dans le domaine, mais bon. Et donc, après avoir bien frotté ces caleçons dans l'eau un peu savonneuse là, et on va ici à la douche venir faire couler un tout petit filet d'eau. Je sais pas si vous allez voir, non vous n'allez pas voir grand chose. Mais moi je fais couler juste un tout petit filet d'eau. Ça va être toujours savonneuse. Une fois que ça c'est fait, les caleçons sont trempés. Et là il y a l'étape de l'essorage. Là on essore. Donc là, hop. Une fois qu'il se passe ça, moi je vais le mettre de côté et puis je vais continuer à faire le reste. Et puis voilà, une fois que tout sera prêt, j'emmènerai tout sur le rooftop de la guest, prendre le soleil en espérant que ce soit demain matin. Voilà. Namasté les baroudeurs, bienvenue dans ce 60e épisode des Aventures au Népal. Aujourd'hui toujours à Beni, là je suis sur le rooftop de ma guest, donc bon, franchement on est pas mal. Derrière moi vous voyez mes caleçons. C'est un peu le fil rouge de Beni, mes petits caleçons que j'ai lavés moi-même. Ils sont en train de sécher, ils sont en train de finir de sécher. Là je vais les récupérer, on va aller faire le sac, finir de faire le sac et puis on va partir pour Tatopani. Allez. Je reprendrai très vite ma route dans les montagnes pour arriver jusqu'à Tatopani. Un village un peu spécial qui abrite des sources d'eau chaude. Tato, qui signifie chaud, et Pani eau, littéralement, eau chaude. Les Népalais viennent ici en famille. En même temps, je les comprends. Quand tu n'as rien d'autre que des douches froides chez toi, vaut mieux être ici. Ouais, ça y est, je vous avais dit que je vous emmènerais avec moi à Leo Springs. Là, il est 6h15 et je suis tout seul. Il y a personne. C'est incroyable. La sensation dans ces sources chaudes est incroyable. Je pourrais y rester des heures au gré des rencontres.
Mais en tout cas, les hot springs de Tatopani, c'est fait. Trop bien, je kiffe être ici. Je kiffe être ici. Je le redirai autant de fois qu'il le faut, je kiffe être ici. Voyager au Népal, c'est aussi savoir attendre. Attendre que ton thé bouillant refroidisse, ou encore attendre que le dalbat soit prêt. Mais surtout, attendre son bus, qui devait arriver il y a 10 minutes, pendant plus de 2 heures. Mais j'adore. Bonne occasion pour ne rien faire et boire du thé. Namasté les baroudeurs, bienvenue dans le 62e épisode des aventures en Népal et bienvenue à Jomsom. Je me sirote un petit thé au lait dans un petit boui-boui trouvé sur le bord de la route qui va me coûter une fortune parce que de toute façon à Jomsom tout coûte une fortune. Enfin Jomsom, c'est grandiose, les montagnes, la vue sur les montagnes de partout, de tous les côtés, dans tous les sens. Je trouve que c'est grandiose. Enfin, pour l'instant je suis comblé de fou, je reste pas longtemps ici, il fait froid, il caille, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, je me les caille ce matin, je me les caillais de fou, c'est affreux. Voilà. Sur le long de la route, les arbres verts disparaissent peu à peu pour laisser place à un désert froid, plein de cailloux. À Jomsom, je croiserai par hasard Nitil, un Indien rencontré un peu plus tôt à Pokhara. Ça fait plaisir de passer la soirée avec un copain. La journée, je me perds dans le dédale des maisons de pierre du coin. Le village de Tini, juste à côté, m'emmène sur la route du Dumba Lake. Il n'y a aucun bruit dans ce magnifique village, à part celui du vent fort qui s'engouffre dans les petites ruelles. Au soleil, il fait presque chaud. Je suis sur la route là, pour Dumba Lake. Allez, je fais une petite pause là parce que la montée elle est dure. Puis en même temps, t'es obligé, dans un paysage comme celui-là, obligé de faire des petites pauses de temps en temps pour admirer le truc. C'est vraiment marrant comment c'est tout marron. C'est des cailloux, c'est du sable, c'est le style de Mustang, c'est le style. Ça a quelque chose de spécial, ça. Je finirai au Garabjong, un Strohen, stupa tibétain, qui trône fièrement d'un blanc immaculé sur toute la vallée. Bon les petits baroudeurs, est-ce qu'on serait pas en pleine baroude? Est-ce que je serais pas arrivé quelque part de très très stylé? Moi je crois bien que je suis arrivé quelque part de très très stylé. Alors, changement de plan. Derrière moi vous allez pas trop voir, peut-être que vous allez voir un peu, je sais pas du tout. Il y a un petit lac. C'est le lac de Dumba Lake, c'est le lac où j'étais censé aller. C'est le lac où je voulais aller. Mais je pense que je vais pas y aller finalement. Parce que le chemin pour y aller, il a l'air un peu bizarre. Je le vois même pas vraiment de là où je suis. Ça a l'air encore un peu loin et franchement pas si exceptionnel que ça. Je me sens bien ici, au sommet d'une petite colline qui a entre Jomsom et le Dumba Lake. J'ai le Dumba Lake juste devant moi. Encore plus là-bas au fond, c'est la ville de Jomsom. Alors est-ce que vous voyez, je sais pas si vous voyez, je le sais dans la gueule. Le pic que vous voyez là, c'est Nigili South. Et le pic que vous voyez ici, c'est Nigili. Mais derrière moi par là-bas, vous avez le Dholagiri. Et il y a d'autres montagnes dont je connais pas forcément les noms. C'est magnifique, c'est grandiose, je ne cesse de le dire, mais Jomsom c'est une ville grandiose. On est bien, La stupa d'un côté, les montagnes de l'autre. Que demander de plus? Ça va m'enlever les derniers cheveux que j'ai, pas possible ça. En tout cas voilà, je suis dans le vieux royaume de Mustang. On est magnifique, on est trop bien, c'est la belle vie, c'est la belle vie. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Venez au Népal, venez ici, venez dépasser vos limites. J'ai cru que j'allais abandonner au moins 10 fois en venant jusque là. Et au final, j'y suis, je suis tellement fier de moi, même si je vais pas au bout, je m'en fous. Je suis tellement fier d'être venu jusqu'ici. Et encore, c'est pas fini, demain, Muktinath. Il y a un zef de malade, les gars, il y a un zef de malade. Je pense que si je lâche la caméra, elle s'envole. Oh là là, matez-moi ça.
Pouah, on voit toute la vallée, avec toutes les montagnes et tout. On voit tout. On est trop bien. Wouhou, je suis là. J'atteins enfin mon dernier objectif, le bout de la route, le bout de ma route. C'était les baroudeurs, bienvenue dans ce 64e jour de l'aventure et bienvenue à Muktinat. Je suis sur le toit de ma guest avec une petite vue là, une belle vue là sur les montagnes. Juste derrière, est-ce que je vais y arriver? Tac, ça fait le Dolageli. On est vraiment presque sur le sommet du monde là. Hein. On se sent bien haut. Muktinat, c'est à 3800 mètres. 3800 mètres d'altitude, c'est, je pense, le plus haut que j'ai jamais été dans ma vie. 3800 mètres. J'ai fait un peu le con ce matin. Je me suis pas renseigné en fait. Je me suis pas renseigné sur comment venir à Muktinat. Pour moyen d'avoir des bus qui allaient passer, et puis c'était bon quoi. Et en fait, je suis sorti à 9h30 de ma guest house de Jomsom. Et en fait, j'ai réalisé que bah non, en fait, on est au fin fond du Népal, on est perdu au fin fond du Népal. Et ici, ben, les bus, c'est pas tout le temps non plus, quoi. C'est de temps en temps. Et ouais, c'était très compliqué, en fait, de venir à Muktinat. J'ai presque abandonné. Je me suis presque dit que, au final, est-ce que ça servait vraiment à quelque chose que je vienne jusqu'ici? Je me suis dit oui. Je me suis dit que c'était important d'aller jusqu'au bout de la route. Donc j'ai pris un taxi pour venir ici qui m'a coûté 2500 roupies. À peu près 20 €. La principale chose à faire ici, c'est d'aller voir le temple, qui est le temple hindou le plus sacré de tout l'Himalaya. Qu'est-ce que ça fait du bien le soleil? La température ici est très très froide. Apparemment, en fin de journée, même dans la soirée et la nuit, on va descendre à -7. J'ai 1 milliard de couches, j'ai 4 couches de fringues sur moi pour essayer de combler ça, de combler le problème de chaleur. Quand je vous parle du bout de la route, c'est qu'on est vraiment au bout de la route. Techniquement, les voitures n'ont pas la possibilité d'aller plus loin. Parce qu'en fait, à la sortie de Muktinat, la seule chose que vous trouvez, c'est des sentiers de randonnée en fait, qui mènent sur tout le circuit des Annapurna. Donc Muktinat, au final, c'est la porte d'entrée ou la porte de sortie des sentiers des Annapurna. Voilà, je trouve ça stylé sur ça que je trouvais ça cool de venir au bout de la route. C'est que là, ça y est, je suis au bout de la route, je suis la porte d'entrée des sentiers de l'Annapurna. Je les ferai pas, hein, je suis pas prêt pour ça et je suis pas là pour ça, j'ai pas le temps non plus de le faire. Mais voilà, je suis allé jusqu'à la porte d'entrée des sentiers de l'Annapurna. Et ça c'est très stylé ça. La ville, comme beaucoup de villes touristiques au Népal, se constitue quasiment uniquement d'hôtels. Cette statue de Bouddha, fraîchement inaugurée, est grandiose, et la vue qu'il a sur ces montagnes est parfaite pour méditer. Je crois que je ne pourrai jamais me lasser de me balader dans ces sentiers de montagnes désertiques. Failli mourir moi.
Le coucher du soleil sur ces sommets enneigés est magnifique. Mais il commence à faire froid. Cette nuit sera fraîche, mais pleine de souvenirs. Alors non, mon voyage ne s'arrête pas si brutalement à 3800 mètres d'altitude. Mais il y a une réalité. C'est que j'ai très peu filmé sur la redescente et encore moins à mon retour dans les grandes villes. Après plus de 2 mois de voyage, je commençais à bien fatiguer et je prendrais le temps de me poser. En premier, je redescendrai vers Marfa, un village un peu en dessous de Jomsom où on y cultive des pommes. Ils y font de très bonnes tartes. Puis, je passerai une nuit à Tatopani pour profiter une dernière fois des bains chauds. Je ne pouvais pas partir sans. Je finirai par me reposer à Pokhara, le temps de redonner une nouvelle vie à mes chaussures. Puis enfin, reprendre la route pour Bandipur, dans la direction de Katmandou, où je passerai quelques jours. Bandipur est un chouette village entre Katmandou et Pokhara, dans lequel ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu. Le village est tout petit, très propre et les environs sont très jolis. On retrouve les briques rouges de la vallée de Katmandou. On sent qu'on se rapproche de la maison. La vie est simple là-bas. Je vous recommande la grotte de Siddha Gufa. Une aventure formidable. Je finirai par rejoindre Katmandou, histoire d'y acheter quelques souvenirs et de finir mon voyage là où il avait commencé. À Bhaktapur, chez mon tendre ami Bijou. Je fête Noël avec lui et avec d'autres voyageurs de passage. Ce Noël a une saveur différente. Parce que je viens d'accomplir l'épreuve la plus dure, la plus intense, la plus douce, la plus impressionnante, la plus belle et la plus mémorable de toute ma vie. C'est pas rien. Mais c'est déjà fini. Je me revois prendre un peu hésitant mon visa de 90 jours ne sachant pas ce que j'allais trouver pour m'occuper. Je pensais vraiment que je pouvais rentrer au bout de 2 semaines. J'ai même failli rentrer au bout de 5 jours. Au final, j'aurais quand même passé 76 jours à sillonner d'est en ouest, ce qui est devenu pour moi l'un des plus beaux pays du monde. Un pays encore frais, où l'aventure est possible à chaque coin de rue. J'ai passé plus de 2 mois et demi à la recherche de ma place et de mon bonheur. Est-ce que je les ai trouvés ? Non. Évidemment.
Mais j'ai compris plus grand. J'ai compris qu'il n'y a pas sa place à chercher, mais bien sa place à prendre. Et que ton bonheur ne t'est pas dû, mais que c'est bien à toi d'aller le chercher. Tout part de toi. C'est toi qui prends tes décisions et c'est toi qui vis ta vie. Je n'aurais pas pu vivre ça ailleurs. Le Népal est différent. D'abord, il y a ses paysages, ses montagnes majestueuses, ses collines verdoyantes, ses villages aux briques rouges, sa gastronomie, le goût inoubliable du dalbat qui n'a toujours pas quitté mon palais. Et puis, il y a ses habitants. Bichu, Devendra, Migma, Nikhil, Sanjok, Kima, Nanda, Roman, pour ne citer que quelques prénoms. Mais aussi tous ces visages sans nom qui m'ont accompagné, qui m'ont logé et qui m'ont servi d'été. Il y a un proverbe au Népal qui dit « On vient au Népal pour ses montagnes et on y revient pour ses Népalais ». Ça n'a jamais été aussi vrai. Aujourd'hui, je parle toujours avec certains de ces amis précieux et j'espère de tout mon cœur revenir pour les retrouver. Puis il y a aussi tous ces gens que je n'ai pas encore rencontrés. Il me reste tellement de choses à faire. J'ai hâte de la prochaine fois. Namasté les amis. Ok les petits potes. Namasté les amis. Namasté les petits potes. 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 26e jour de l'aventure au Népal. 28e jour au Népal. C'est le 30e jour de l'aventure. On se retrouve aujourd'hui pour le 35e jour de l'aventure au Népal. Pour le 37e jour de l'aventure. Et nous sommes à Devgah. Je suis arrivé à Tansen. Bienvenue à Ridi les petits potes. Et bienvenue à Lumbini. Pas grand chose à faire à Bingri. Hein. Et bienvenue à Sarangkot. Toujours à Beni. Ça fait seulement 2 mois que je suis au Népal. Et bienvenue à Jamsom. Bienvenue à Muktinath. Namasté les baroudeurs. Bienvenue dans ce 65e jour. Bienvenue à Marfa. Moi les petits baroudeurs, cette cave elle était incroyable. Et regardez-moi. Ah putain. On est trop bien. Je suis là. Je tenais quand même à vous dire que mon voyage n'a rien d'extraordinaire. Il est même plutôt banal. C'est presque le quotidien de ceux qui se sont lancés dans l'aventure. Un sacré lâcher-prise. Savoir apprécier les petits riens, accepter que tout ne se passera pas comme prévu, laisser de la place à ces moments et à ces rencontres qui, elles, sont extraordinaires. Alors n'ayez pas peur de quitter les sentiers battus. C'est souvent là que se trouvent les moments qui changent nos vies. Le Népal et ses souvenirs, ses instants, ses sourires resteront à jamais dans mon cœur. Et il ne tient qu'à vous d'aller aussi les trouver. Suffit juste de se lancer. Il est temps pour moi de vous quitter. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage exceptionnel et merci d'avoir regardé mon périple aux confins de moi-même. Même s'il n'est pas parfait, s'il en a motivé quelques-uns à partir, alors j'ai tout gagné. Nous, on se retrouve très vite. Ou peut-être pas du tout. Pour de nouvelles aventures. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Namasté.